Parce qu'évidemment, quand on est débutant, on ne peut pas se prétendre conseiller beaucoup de personnes. En revanche, on peut être tout de suite dans le grand bain dans des grosses structures, généralement c'est le cas, pour aller résoudre des problèmes à son échelle. Tu vois, le truc qu'elle me disait tout le temps quand je faisais mes études, c'est pour être bon en maths, il faut être feignant. Donc tu dois arriver le plus vite possible au résultat. Et je trouve que la compta, c'est quand même un peu la même chose. Pour être bon en compta, il faut avoir envie d'arriver le plus vite possible au résultat, parce que, on va en reparler après, mais le business model dans les détails aussi, du cabinet, c'est de la rentabilité sur du temps passé. Donc, alors, j'ai jamais dit non à un client. Peut-être que ça arrivera dans le futur, je ne sais pas, mais non, j'ai jamais dit non. Plein de raisons. Et on est dans un monde où on monétise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui monétisent des rendez-vous, des mises en relation, etc. Et moi, j'adore la gratuité. Alors, évidemment, on doit gagner notre vie, mais la gratuité dans l'échange, faire un rendez-vous avec quelqu'un, c'est gratuit pour le coup. Hello Marie, bienvenue sur le 5e épisode du podcast Comptatech. Et merci beaucoup d'être ma première invitée experte comptable. Tu es fondatrice et associée du cabinet Bcount et on est du coup super ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Arthur, c'est un honneur pour moi à titre personnel et une fierté pour toutes les équipes du cabinet. On est très contents de pouvoir raconter notre histoire aujourd'hui sur le podcast Comptatech. Merci. Du coup, nous, pour l'anecdote, on s'est rencontrés avant même que Penny Lane existe. Donc en fait, moi, en 2019, je cherchais une idée de boîte. Puis on s'intéressait au secteur de la compta et de la finance. Et c'est le fondateur de la start-up qui s'appelle Alma, Guillaume Desloges, qui je crois est un ancien de Mazars, qui nous a mis en relation pour que tu me donnes un peu ton avis sur l'idée, etc. Et donc je me souviens que j'étais venu te rencontrer à La Défense. C'est juste pour discuter d'un peu de l'évolution du métier et tout. Merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps à l'époque. Et puis du coup, je pense qu'on peut commencer par parler de toi, ton parcours. Comment t'es tombé dans la compta? Ok. Alors déjà, moi j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Mon parcours scolaire est hyper standard, je dirais, un bac S, classe prépa, école de commerce. Et puis à l'issue de cette école de commerce, j'ai postulé dans une entreprise, Mazars, dans laquelle je suis rentrée en janvier 2010. C'était mes seuls entretiens. Et j'ai adoré les 13 années que j'y ai passées, parce que j'y suis restée jusqu'en... milieu d'année 2022. Donc, j'ai gravi les échelons de junior à associé en faisant à la fois de l'expertise comptable et du conseil en tant qu'expert comptable auprès de PME, ETI, grands groupes sur les différentes problématiques que tout le monde pouvait rencontrer. Alors, j'ai écouté récemment un podcast avec la DRH de Mazars où elle dit exactement comme toi qu'à la fin de ses études, elle a fait un seul process d'entretien chez Mazars. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que quand on fait ses études de compta, on est attiré comme ça par Mazars? Puis elle disait, en gros, c'était soit Mazars, soit j'allais faire quelque chose de complètement différent. C'est hyper drôle parce que donc, c'est Mathilde Cause. Mathilde et moi, on a exactement eu la même intuition, en tout cas le même raisonnement quand on a fini nos études. Et ce qu'on a en commun, c'est que les personnes qu'on a rencontrées quand on était en fin de cursus d'école et qu'on cherchait ce qu'on allait faire de notre vie derrière, en tout cas les Mazariens qu'on a rencontrés, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, étaient tous hyper sympas et on avait vraiment envie de partager un peu un 3e cycle, parce que un grand cabinet, c'est presque comme ton PhD, quoi, ton doctorat. Exactement, fait ton c'est master. quand même un peu la suite de l'école, dans le sens où ça permet de continuer à apprendre énormément de choses, et on dit ça de tous les grands cabinets. Et donc Mathilde et moi, on a eu effectivement un peu le même raisonnement, et ce qui est en commun, c'est clairement qu'on a rencontré des gens qu'on a adorés et avec qui on s'est dit qu'on avait envie de partager les années suivantes et nos années d'apprentissage suivantes. Donc chez Mazars, tu touches à différentes choses. C'est plutôt t'as fait de l'expertise comptable ou plutôt direct audit, conseil J'ai fait directement du conseil qu'on dit opérationnel, parce qu'évidemment, quand on est débutant, on ne peut pas se prétendre conseiller beaucoup de personnes. En revanche, on peut être tout de suite dans le grand bain dans des grosses structures, généralement c'est le cas, pour aller résoudre des problèmes à son échelle. Donc effectivement, c'est par ça que j'ai commencé. Par le hasard, le planning fait que quand on arrive dans un cabinet, quel qu'il soit, on ne choisit pas notre planning. Et effectivement, moi, j'étais arrivée en janvier, donc dans le gros de la saison. Les plannings récurrents étaient déjà commencés depuis septembre. Donc, j'ai atterri plutôt dans une grosse structure chez qui j'ai commencé à apprendre mon métier de consultante.
Ensuite, j'ai fait un petit peu d'audit, 6-8 mois. C'était super pour comprendre et avoir une culture générale de ce métier-là. Et puis, j'ai émis le souhait de retourner sur des métiers de consulting en tant que comptable, expert comptable. Je continuais mes... Ce que j'allais te demander, c'est en parallèle de Mazars que tu fais ton DEC, par exemple, parce que quand tu rentres chez Mazars, tu as ta DCG, DSCG, quoi. Alors non, Okay. parce que j'avais une partie des IE du DSCG, mais pas toutes avec l'école de commerce. Donc, j'ai d'abord passé les IE manquantes du DSCG. Et puis, en parallèle, on pouvait quand même s'inscrire au début du stage. J'ai été suspendue le temps d'avoir mes IE DSCG, parce que je n'ai pas été très rapide. Okay. Autant pour les restes des études, c'était rapide, autant là, j'avais pris mon temps. Mais en même temps, on travaille, on commence notre vie aussi professionnelle et tout ce qui va avec. Et une fois que j'ai eu mes UE, j'ai pu finir ma dernière année de stage. Effectivement, j'étais senior, je crois, à l'époque. Ok. Et donc là, quels sont les trucs que tu as préférés du coup, dans ton job, dans ton métier de fondatrice de cabinet Alors, en réalité, dans ces grands cabinets, on commence à manager même les premières années alors qu'on est junior, dans la mesure où très vite, tu as des stagiaires à encadrer. Ou moi, en l'occurrence, sur mes premières années de junior, j'étais en clientèle, mais j'encadrais beaucoup d'intérimaires. Donc, je faisais déjà du management, effectivement, quand j'étais plus jeune. Et les noms des grades font dans ces grands cabinets qu'effectivement, d'abord, on est junior, 1, 2, 3, senior, 1, 2, 3, manager, 1, 2, 3. Et effectivement, moi, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Donc, je suis passée manager en 6 ans, je pense, ou 5 ans et demi, puisque j'étais arrivée en janvier. Ok. Et alors, je reviens juste un peu en arrière. Donc, toi, tu as suivi plutôt un cursus école de commerce et ensuite, tu es venu à la compta. Oui. Tu recommanderais ça à quelqu'un qui est aujourd'hui en premier cycle, on va dire, et qui hésite entre école de commerce peut-être plus généraliste et se laisser la compta ouverte versus aller en cursus purement comptable? Ouais. Je vais dire que moi, je connaissais un peu la compta, évidemment, quand j'étais au cursus collège-lycée. Plutôt une famille un peu élitiste sur les études. Alors moi, je suis la seule à ne pas avoir fait d'études d'ingénieur dans ma famille. Donc, ne pas faire de classe prépa, ça aurait peut-être été un peu compliqué dans l'affichage. Donc, c'était une suite plutôt logique de ce que je connaissais dans mon environnement familial. Et après, classe prépa, école de commerce. En école de commerce, j'ai adoré les cours de compta et de finance. Mais j'ai préféré encore plus les cours de compta. En plus, j'avais des super notes. Et du coup, je me suis dit, allez dans un grand cabinet. Je vais essayer tous les métiers, la compta, l'audit, et puis on verra après et on se décidera plus tard. Et c'est un peu ce que beaucoup de gens, quand ils vont dans un grand cabinet, se disent. J'irai là et puis je déciderai plus tard ce que je fais. Et moi, ça a plutôt renforcé mes premières années chez Mazars, le fait de me dire que déjà, j'adorais la compta, j'étais très douée pour ça. Et c'est quand même plus simple de faire un métier sur lequel on est doué qu'autre chose. Et que après, la dimension conseil et rendre service et être toujours auprès des clients, c'était hyper chouette. En tout cas, moi, ça me plaisait dans mon tempérament. J'ai rapidement demandé effectivement une orientation conseil, consulting, et en tout cas résolution de problèmes, et toujours sur des sujets comptables et financiers. Et alors, je me souviens également qu'à l'époque, quand on s'était rencontrés la première fois, tu m'avais dit que tu avais bossé aussi déjà sur des sujets un peu d'automatisation. Avec du RPA, il me semble, Robotic Process Automation. Je l'ai dit, dans ma famille, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs. J'ai eu un PC assez tôt à la maison pour commencer à manipuler, en tout cas plus tôt que la moyenne, je pense, de notre génération. Donc j'aime bien ça. Et effectivement, alors ma mère, depuis, est prof de maths. Et tu vois, le truc qu'elle me disait tout le temps quand je faisais mes études, c'est pour être bon en maths, il faut être feignant. Donc tu dois arriver le plus vite possible au résultat. Et je trouve que la compta, c'est quand même un peu la même chose. Pour être bon en compta, il faut avoir envie d'arriver le plus vite possible au résultat, parce que, on pourra en reparler après, mais le business model dans les détails aussi, du cabinet, c'est de la rentabilité sur du temps passé. Donc clairement, c'est ça dont on a besoin pour que cette profession puisse perdurer. Et donc, effectivement, j'ai toujours été un peu ce truc de, si je me mets dans la tête un peu d'être feignante, qu'est-ce que je peux faire pour arriver plus vite à un résultat ? Il y a aussi le sujet de capacitaire. Il y a des trucs, si on les fait à la main, de toutes les manières, on ne pourra jamais les faire. Et d'autant plus que moi, j'ai travaillé pour beaucoup de grosses structures. Et donc, des gros volumes en fait, de données. Les volumes sont tellement importants. Maintenant, peut-être qu'on pourrait lui filer quelques trucs à faire qu'on faisait en semi-automatique à l'époque, avec des macros, avec des grosses bases de données. Je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait les missions qu'on faisait il y a 15 ans, oui, on pourrait faire mieux. Mais déjà, à l'époque, de toutes les manières, on ne pouvait pas les faire si on ne cherchait pas à automatiser le maximum. Donc effectivement, du RPA, et même sans aller jusqu'à du RPA. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est le RPA, en quoi ça consiste ? Oui.
Le RPA, c'est de coder, mais avec un outil, en l'occurrence, à l'époque, c'était UiPath, qui permet d'enregistrer des actions qu'on fait pour pouvoir les dupliquer derrière. Et puis, il y a un enregistrement, un peu comme un enregistrement de macro qu'on peut faire en sélectionnant des boutons ou des choses comme ça sur des sites Internet. Et puis après, on peut rentrer un peu plus dans le code pour lui dire, à cet endroit-là, j'avais par exemple choisi une position GPS sur le site Internet, mais en réalité, le nom du bouton, c'est celui-ci. Et donc là, on va aller un peu l'aider à être meilleur. De simuler des actions qu'un humain prendrait. Exactement. En cliquant à gauche, à droite, oui. En disant prochain, next, en rentrant des trucs. Et de faire, c'est des actions répétitives. Exactement. Je peux donner un exemple. Une de mes premières missions, c'était, on avait un référentiel fournisseur pour sécuriser la base, pour faire en sorte que les codes ne puissent plus être utilisés par les comptables parce que les codes n'avaient pas été mis à jour depuis longtemps. Et du coup, c'était dangereux que les comptables puissent les sélectionner. Des RIB pas à jour, des adresses pas bonnes, des sociétés radiées, etc. On avait dû aller les fermer manuellement avant de faire une migration de logiciel. On s'était dit, tant qu'à faire, on le fait en même temps. Dans mes souvenirs, il y en avait plus de 10 000 à fermer. Et à l'époque, on avait dit à l'informatique, non mais 10 000, vous allez nous passer un batch, un truc, on ne va pas le faire à la main. Et puis au bout d'une semaine, force est de constater que ça n'était pas possible de le faire informatiquement. Donc, on a fait à la main 10 000 fermetures. Autant dire que c'est du CTRL-V, CTRL-C, je colle le code que j'ai à un endroit, je le code à un autre, je clique sur No pour le fermer. Enfin, c'est vraiment de la tâche de robot, mais qu'à l'époque, on a fait à la main parce qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait avancer et que 3 jours après, il fallait qu'on mette en prod. Aujourd'hui, et j'ai refait des missions un peu similaires après, aujourd'hui, ça s'automatise avec du RPA très facilement. Je pense qu'en 2 heures, tu as écrit ce qu'il faut pour que le robot il tourne. Alors, il ne va pas beaucoup plus vite que toi si tu te mets en mode machine et que tu l'automatises, mais il le fait nuit et jour et puis pendant ce temps, tu peux faire autre chose, quoi. C'est clair. Ok. Super clair, merci. Je te propose qu'on passe du coup à l'étape suivante de ta carrière, puisque tu as, je ne sais plus quand exactement, il y a maintenant 2 ans, cofondé le cabinet BeCount. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse du projet ? Est-ce que tu es toute seule ? Est-ce que t'es associé avec quelqu'un ? Et un peu comment vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire, au positionnement Au tout début, et c'est un secret pour personne, moi je voulais créer un cabinet où je puisse travailler pour des copains en compta, un peu en DAF externalisé. Donc c'était une ambition assez modeste et le diplôme d'expertise comptable permet ça. Il permet d'être expert comptable et associé dans un grand groupe. Il permet aussi juste de s'installer à son compte. Libéral. Et d'exercer. Et quand j'ai passé mon diplôme, je m'étais toujours dit, si un jour j'ai envie de tout claquer et puis d'aller m'installer à l'autre bout de la France, je pourrais toujours exercer en tant qu'expert comptable. Tout le monde a besoin d'experts comptables. Plus de temps, je crois, à l'époque, peut-être, tu m'as dit un peu avec tes enfants, ils commencent à grandir. Oui. Oui et non. Alors, moi, j'adore mes enfants, mais j'adore aussi travailler. En l'occurrence, peut-être un peu plus d'organisation plus flexible. Ça, c'est le cas, effectivement. Plus de temps dans l'ensemble. On pourra en reparler, mais les premières années de création de cabinet, c'est quand même pas forcément intense, évident, mais tu dois le connaître dans ta vie de fondateur aussi. Donc, je dirais que l'idée du cabinet, c'était ça. Et puis, les semaines passant, je n'ose pas dire les mois, parce que les premières semaines ont été assez intenses en demande de clients. Quand tu te lances, tu fais quoi ? Tu fais un site ou même pas ? Tu dis juste sur LinkedIn, hello, maintenant je suis associé de BeCount. J'avais fait un post LinkedIn quand les cabis étaient officialisés. Immatriculé ton cab, enregistré auprès de l'ordre. Exactement, c'est plus compliqué de s'enregistrer auprès de l'ordre qu'auprès du greffe. J'avais commencé déjà à travailler pour une première entreprise qui est Unbottled, une cosmétique solide, et qui fonctionne très bien, qui avait donc beaucoup de besoins. Donc j'avais commencé à travailler pour eux. Et puis assez vite, on leur demandait souvent c'est qui est votre expert comptable, qui vous accompagne. Et puis, en plus, c'est une boîte qui fait un peu de e-commerce, non ? Exactement. C'est quand tu as un expert comptable qui gère bien le e-commerce, souvent le mot tourne vite. Ouais. La petite histoire, c'est que un des cofondateurs d'Unbottled, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis plus de 15 ans. Et donc, quand ils ont commencé Unbottled, je saisissais Unbottled sur Ciel Compta à la main le vendredi soir. Quand il fallait faire la déclaration de TVA, on faisait 2-3 heures ensemble. Et puis, effectivement,
c'était tout petit. Le premier mois de chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros. C'est assez rapide. Et puis, assez vite, ils ont grossi. Et effectivement, il y avait besoin d'un peu plus. Donc, on les avait structurés. Ils étaient déjà passés sur Penny Lane, pour le coup, parce que Ciel Compta, ça avait vite des limites pour les e-commerce. Donc, voilà, ils avaient été structurés. Et puis, quand j'ai dit que je vais m'installer, évidemment qu'on a officialisé un peu mon apport sur ces sujets et que je pouvais enfin les accompagner sur d'autres choses en tant qu'expert comptable, DAF externalisé. Et puis eux, il se trouve qu'à ce moment-là, ils sont passés aussi au physique avec une première boutique qui a ouvert 2 mois après mon installation en tant qu'expert comptable. Donc, 2 nouveaux sujets à traiter. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai commencé à travailler. C'était mon premier client. Et puis, de bouche il en est vite arrivé d'autres, que ce soit d'autres e-commerce. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est très complexe à traiter. Donc, le mot se passe assez facilement de cabinets qui sont capables de traiter ces sujets-là. Quand on passe au sujet retail, il y a une autre complexité aussi d'organiser les process pour que ça fonctionne toujours. Le suivi du cash, évidemment. Alors, on peut se dire c'est simple, c'est du paiement comptant, mais en fait, c'est extrêmement complexe par les volumes de données qui sont à traiter. Et puis après, tout l'écosystème de ce monde-là, des agences médias, marketing et des sociétés qui, même prestataires de services, ont aussi d'énormes besoins en accompagnement comptable et pilotage financier, parce que c'est des boîtes qui vont vite et c'est des écosystèmes que moi j'ai découverts, je ne connaissais pas ça avant, mais qui se parlent beaucoup, des entrepreneurs qui s'aident énormément sur des apports de bonnes pratiques et de prestataires de services qui peuvent accompagner tout ce monde-là. Et alors, du coup, quand tu t'es lancé, parce que toi, tu faisais du conseil dans des boîtes assez importantes, j'imagine que tu dois avoir un peu une peur du saut dans le vide et de te dire, en fait, au début, pour gagner ma vie, je vais devoir faire la compta peut-être de TPE sans dénigrement, mais ça peut être peut-être moins intéressant que les problématiques que tu rencontrais quand tu conseillais des grands groupes et tout. Est-ce que tu t'es, entre guillemets, interdit d'aller prendre des clients qui pour toi n'étaient pas forcément intéressants pour te laisser le temps de démarcher des plus gros et de vendre des missions plus intéressantes? Alors, j'ai jamais dit non à un client. Peut-être que ça arrivera dans le futur, je ne sais pas, mais non, j'ai jamais dit non pour plein de raisons. La première, c'est qu'au début, tu te dis quand même que déjà, tu as de la chance si quelqu'un t'appelle, donc tu ne vas pas faire la fine bouche. Et puis la deuxième, c'est que, maintenant je peux le dire, tous ces clients-là, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a toujours des sujets. Déjà, s'ils arrivent chez toi, ils sont renseignés. Soit le hasard, c'est peu. Voilà. Sinon, on t'a recommandé. Donc, il y a quelqu'un qui te fait confiance pour s'occuper d'eux. Ils ont potentiellement un problème. Ils ont eu un problème avec un expert comptable avant. Ils ont une histoire. Et donc, tu écoutes leur histoire. Ça paraît, en tout cas, pour moi, c'est compliqué de dire non, je ne m'occupe pas de vous. Donc, pour tous ces clients-là, effectivement, a posteriori, tu dis qu'ils t'ont appris énormément de choses. Tu démarres, tu apprends, et quelle que soit la taille de l'entreprise, tu apprends des choses. Toi aussi, peut-être que tu vas rencontrer la même, et écoute ce que disent les autres, et puis comme ça, tu ne feras peut-être pas la même erreur. Et donc, franchement, moi, je ne me suis jamais interdit, et aujourd'hui, avec Leslie, qui m'a rejoint 4 mois après mon installation, et on est associés depuis cet été, régulièrement, on se pose ces questions-là, et à chaque fois, on a la même réponse. En fait, il n'y a pas de petits clients. Nous, tout nous intéresse. Ce qu'on aime, c'est parler aux gens, résoudre leurs problèmes. Donc, on prend tout. Et quelquefois, il est arrivé qu'un tout petit client, ou même un client qu'on n'a pas gagné, parce qu'effectivement, c'était un peu surdimensionné, etc., il nous a apporté un truc énorme derrière. On ne sait jamais. Donc, a posteriori, on est très contente de ne pas avoir dit non à un client qui est venu vers nous, à un prospect qui est venu vers nous. Après, mais moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, j'ai un peu le même truc sur... quand je reçois des messages, est-ce que je réponds et que je fais un rendez-vous? Et moi, je suis sûr qu'il y a plein de super opportunités qui sont arrivées de rendez-vous où je me serais dit, j'en attends rien, quoi. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même parfois un peu... Oui. laisser la chance. Et on est dans un monde où on monétise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui monétisent des rendez-vous, des mises en relation, etc. Et moi, j'adore la gratuité. Alors, évidemment, on doit gagner notre vie, mais la gratuité dans l'échange, faire un rendez-vous avec quelqu'un, c'est gratuit pour le coup. Oui, c'est du temps, mais c'est gratuit. La personne fait la démarche de venir te voir, peut-être te demande un rendez-vous. Pour toi, c'est du temps. Donc, c'est un peu d'investissement si on veut le monétiser, mais en soi, c'est gratuit d'y aller, ça ne te coûte rien. Métro, un taxi. Elle aussi prend le temps, quoi, la personne. Elle aussi, elle engage du temps. Et on ne sait jamais. Il y a à apprendre de tout le monde, franchement. Et quand je t'ai reçue chez Mazars,
Mais c'était exactement. Je confirme que tu m'as pas fait payer. Non, mais oui. J'ai peut-être payé le café, quoi, mais. Bah, même pas, parce que je pense pas. Tu vois. Mais tu vois, chez Mazars, j'ai appris ça. Il faut rester ouvert sur tout. Il faut aller au rendez-vous. Et j'ai eu la chance d'être formée par des super associés, pour le coup, où on savait pas trop. Parfois, on disait, mais pourquoi on va à ce rendez-vous? C'est étrange. En fait, ils te sortent du rendez-vous pas du tout ce pourquoi tu étais venu. Et soit tu as appris des choses, soit tu as vendu quelque chose, mais à minima, tu as appris quelque chose et donc tu pourras te resservir derrière. Donc c'est gratuit, mais franchement, il y a plein de choses à apprendre pour plus tard. Donc moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et avec Leslie, on est très alignés sur ça. Et on est hyper curieuse aussi. Donc c'est toujours un peu de se dire, si la personne veut nous voir, voyons ce qu'elle veut. Et puis, dans les raisonnements que la personne va avoir devant nous, ça nous servira sûrement aussi pour plus tard, quoi. Et alors, toi, du coup, ton cabinet, je crois qu'une des... Il y a plein de particularités dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et il y en a une, c'est que je crois que vous êtes entreprise à mission. Donc, dès le début, vous avez un peu structuré ça comme ça. Et il y en a une deuxième qui est le fait que tu as une grosse part de ton chiffre d'affaires qui est justement sur cette partie plus conseil, moins tenue comptable. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par là Ça, c'est peut-être aussi d'anciennes connaissances. Alors, si, il y a 2 ans, j'avais dû faire un BP. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas fait. Mais si j'avais dû en faire un, je n'aurais pas mis dans ce BP autant de missions exceptionnelles, de conseils, de renforts, d'assistance. Tu peux nous décrire un peu le type de mission que c'est ? 2/3 de notre activité aujourd'hui, effectivement, notre activité en chiffre d'affaires, ce sont des missions, on dit de conseil opérationnel comptable, de renfort comptable, d'assistance. En gros, de la prestation de services autour des sujets comptables ou financiers qui ne sont pas réglementaires, dans le sens où on ne signe pas à la fin des comptes annuels. Mais on utilise notre même cerveau comptable, nos réflexes, notre expérience pour aller dans des sociétés, remplacer par exemple des comptables, auxiliaires, généraux, responsables comptables, directeurs comptables. Dans nos équipes, on a tous les niveaux, donc on est capable de remplacer à tous les niveaux. Et donc ça, pourquoi les sociétés, on pourrait se dire, les sociétés en interne, pourquoi elles auraient besoin d'un cabinet pour venir faire ça ? Pour plein de raisons. Le cas le plus simple et le plus heureux, c'est un congé maternité. Un responsable comptable, directeur comptable, et la personne n'est pas là pendant 3-4 mois, il faut la remplacer. Pendant 3-4 mois, tu as 2 choix. Soit tu prends un CDD, mais encore faut-il le trouver. Avec le marché pénurique actuel, pour trouver un CDD pile, dispo au même moment, il faut avoir un peu de chance. Voilà. Tu peux prendre de l'intérim. L'intérim sur nos métiers, c'est de moins en moins valable. Il y a 15 ans, sur des métiers plutôt comptables, transactionnels, débutants, sur des métiers expérimentés, maintenant, c'est plutôt des cabinets de management de transition qui interviennent. Donc sur ça, on fait un peu comme du management de transition, sauf que nous, un cabinet de management de transition, il va avoir 3000 CV dans sa base de référence. Il va envoyer des CV et les personnes, il les a peut-être placées 1 ou 2 fois, mais il n'a jamais travaillé avec, puisque leur métier, c'est de placer des gens, c'est pas de faire notre métier. Nous, notre métier, c'est ça. Donc, quand on nous appelle et qu'on place un profil, c'est un profil avec lequel on a déjà travaillé, soit qui est salarié chez nous, soit qui fait partie de notre équipe de consultants, qu'on a l'habitude d'envoyer en mission, tout seul ou avec nous, en fonction des missions, parce que parfois, tu as besoin... Là, je te dis, congé maternité, c'est une personne, mais parfois, sur des restructurations d'entreprises où il faut faire une scission comptable et détourer des grosses sociétés type CAC 40, là, tu n'envoies pas une personne, tu envoies plutôt 3 ou 4 personnes. Et donc ça, on sait faire et on a fait cette année, par exemple, où on avait une équipe de 4 personnes, 2 très expés, 2 petites mains très bonnes dans ce qu'elles font, très fiables, très sérieuses, pour pouvoir aller mettre en musique ce que la stratégie et la tête de projet avaient décidé. Donc ça, on sait faire. Et donc, comme je te l'ai dit, soit remplacement de congé mat, soit arrêt maladie, soit démission et le temps qu'on recrute, il faut quelqu'un sur la chaise pour faire le travail, soit gros projet de transformation souhaité, et on verra si les prochains mois, tout le monde s'en va. Et il y a quand même un moment, il faut présenter quelque chose à l'administrateur judiciaire ou liquidateur pour être capable d'arrêter des comptes. Et donc ça, je l'ai déjà fait dans le passé sur des procédures collectives. Et on s'est plutôt staffé les 3 prochaines années en se disant qu'il nous fallait des gens qui soient capables de traiter ces sujets-là. Parce que le cycle économique avançant, on pense que ça peut malheureusement arriver un peu, quoi. Donc voilà ce type de mission. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est totalement. clair. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des missions. Est-ce que tu penses que tu auras des missions de conseil sur j'imagine, sur la mise en place de la facture électronique
Parce que ça, tu as déjà eu des demandes ou... Alors, on pensait que ce serait il y a 6 mois. Quand on a commencé à recruter, effectivement, et ça sera toujours le cas, mais tu vois, on cherchait des gens comptables geeks. Des comptables qui sachent passer des écritures, bien sûr, mais surtout qui sachent manipuler des interfaces et des flux de données, API ou autres, et qui comprennent que même si on ne voit pas, il y a des choses qui arrivent dans le logiciel qui viennent d'ailleurs, et d'être capable de comprendre ces flux, parce que demain, la facture électronique, c'est ça, et clairement, tout le monde, dans le monde comptable, n'est pas à l'aise avec des flux de données informatiques. Et donc, nous, on pense effectivement qu'on fera ces projets-là, soit pour des clients qui vont peut-être déléguer ça au service IT. Souvent, on commence par l'informatique, mais nous, toujours, quand on arrive sur ces missions-là, on dit attention, ce sont les équipes comptables qui doivent driver les projets, parce que derrière, il faut écrire tous les schémas d'écriture, tous les process, quel flux vient de quel endroit, pour faire quoi, et comment je vérifie qu'il est exhaustif. La difficulté, ce sera celle-là. Et donc, nous, on y croit beaucoup, et on s'est staffé en recrutant des gens qui adorent gérer des problèmes informatiques, ce qui n'est pas le cas de tous les comptables. Ouais. Donc, c'est une condition, effectivement, quand on recrute, soit des gens qui savent déjà bien faire, soit qui vont avoir l'appétence d'apprendre à le faire avec nous. Et à mon avis, il va y avoir un goulot d'étranglement côté PME, ETI. Oui. Parce qu'il n'y aura pas assez de ressources disponibles pour savoir faire tous ces schémas de données, etc. Au moment où tout le monde va se réveiller, oh là là, il faut que je me mette en place. Les ressources avec cette compétence-là, c'est compliqué et on le voit. Nous, on adore cartographier les flux. Quand on arrive sur une mission, on parlait tout à l'heure, le e-commerce, quand on récupère des gros dossiers d'e-commerce, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cartographie tous les flux. Quelle plateforme de paiement, pour savoir dire déjà, est-ce que vous avez récupéré tout l'argent que vous deviez récupérer. Ce n'est pas toujours évident, hein, et parfois on a quelques surprises. Donc nous, on cartographie tout, on adore faire ça, et comme on le fait tout le temps, c'est assez naturel. Donc effectivement, demain, on sait qu'on a la compétence pour le faire, mais que cette compétence-là, elle n'est pas hyper répandue aujourd'hui sur le marché, surtout avec la double casquette, cartographie et expertise comptable. Tu peux avoir ça, cartographie des flux plutôt côté IT, mais un informaticien, il ne va pas pouvoir savoir s'il sait qu'il doit avoir débit et crédit qui est au même montant, c'est bien, mais savoir qu'au milieu, il faut qu'il pense à son flux de TVA, à son flux de paiement, ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas son métier. Et j'imagine que quand tu fais ce genre de mission de cartographie, etc., tu découvres du potentiel pour d'autres missions, parce que là, tu parlais, en fait, tu te rends compte pour le titre de ton client qu'il lui manque des sous, qu'il a des fonds qui ne touchent pas, qui payent trop, tu peux embrayer. Et c'est des belles missions, c'est des trucs où la mission paye par elle-même parce que tu vas leur récupérer des sous. Le plus souvent, tu fais bien de le dire, peut-être que je pourrais te recruter un jour un commercial, Arthur, mais oui, en fait, ces missions-là, et nous, on est ravis de faire ces missions-là parce que déjà, on rend service. À la fin, c'est bien mieux qu'avant qu'on soit arrivé. Et donc ça, c'est chouette. Moi, j'adore ça, rendre service. Je pense que j'aurais pu faire un peu n'importe quel métier du moment que je rendais service. Mais vraiment, tu as la satisfaction personnelle. Et notre équipe, comme on l'a constituée, tout le monde a ce goût-là et ce soin-là de rendre service aux équipes. Et qu'à la fin, ils soient contents qu'on soit passé. Et notamment parce que généralement, on récupère de l'argent. Moi, j'ai des exemples de missions qui ont coûté, 30 000, 40 000 euros à un client. On a récupéré 500 000 euros. Bon, là, en plus de te payer vite ta facture, tu reçois des fleurs, tu reçois des gâteaux, tu reçois... Et donc, clairement, ça arrive. Et je ne dis pas que c'est toutes les missions, mais franchement, c'est des cas qu'on a connus et on est hyper fiers dans ces cas-là d'avoir été utiles. Et puis souvent, je veux dire, quand il te manque 500 000 euros, en vrai, tu n'es pas bien. Même une société qui fonctionne bien, à 500 000 euros, ça change la fin de l'année. Hein. Donc, tu sens que pour la société, après que tu sois passé, ça va beaucoup mieux. Donc oui, tu cartographies et après, soit les clients en interne, ils ont de quoi mettre un peu en musique eux-mêmes tes recommandations. Et auquel cas, peut-être que tu reviens dans 6 mois pour regarder ce qu'ils ont fait. Tu leur fais un mini diag à la fin, 6 mois plus tard pour vérifier que tout est bon et redonner 2-3 tips. Soit ils ne peuvent pas, et dans ces cas-là, c'est toi qui mets en œuvre. Souvent, ça commence juste par un diag de 1 semaine, 2 semaines. Et puis après, on se laisse la possibilité de se dire on fait tout de suite, on fait plus tard. Voilà. Et est-ce que parfois tu vends des missions d'expertise comptable à la suite d'une mission plutôt ponctuelle comme ça ou tu te mets à signer leur compte? Ouais, ça peut. Mais je dirais que ce n'est pas trop l'idée parce que souvent, ce sont des sociétés qui ont déjà en interne un service comptable. Éventuellement, tu vois, ils ont un CAC.
Oui, souvent. Mais ils n'ont pas forcément besoin que tu signes les comptes en tant qu'expert comptable. En revanche, que tu reviennes régulièrement pour donner ton avis, faire de la révision, ça, et aider à l'amélioration continue de leur fonctionnement interne. Puis une fois que tu as mis les mains dedans, toi, pour venir faire de la révision, Tu connais par cœur. Comme tu fais l'as de la compris, récurrence, quoi. on écrit tout. Donc, même si on dort entre-temps, tout est documenté. Et effectivement, n'importe qui de l'équipe peut revenir. On parle le même langage, on a les mêmes supports et on peut être pertinent et valeur ajoutée tout de suite. Ouais. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, j'ai bien compris qu'il y a des personnes à temps plein, d'autres qui sont des consultants auxquels vous faites appel parfois, mais dans Aujourd'hui, l'écosystème. dans notre écosystème Vicount, j'ai fait une réservation pour un événement, un restaurant là, au mois d'octobre. On est 21-22. Après 2 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. La moitié, en gros, très équilibrée. La moitié équipe permanente dans le sens salarié CDI, l'autre moitié consultant. Et nos consultants, en général, il y en a plus de la moitié qui travaillent à temps plein tout le temps pour nous sur des missions. Parfois, certains font le choix de ne pas être à temps plein parce qu'ils ont d'autres activités à côté, hors monde compta et financier. Et puis, travailler avec nous permet de gérer leur planning comme ils le souhaitent, quoi. Okay. Et du coup, ça, j'imagine que c'est peut-être un des nerfs de la guerre. Là, quand on essaie d'expliquer le succès de Bcount là, après 2 ans, il y a à la fois le super boulot que vous faites, mais c'est, j'imagine, surtout le fait que tu as réussi à attirer ces talents-là. Parce que, comme tu dis, on est dans un monde pénurique. Comment tu fais pour recruter ou attirer ces 22 personnes dans ton écosystème en 2 ans? Alors, les 2 premiers, je suis allée les chercher, effectivement. Ils étaient partis à droite, à gauche, mais on était restés en contact, effectivement. C'était des comptables. Et après, je pense que le style de management et le respect des personnes que j'avais croisées par le passé ont fait que le téléphone a sonné. Alors, je dirais que la moitié des équipes m'ont appelé pour savoir si j'avais de la place pour eux. Et l'autre moitié, c'est plutôt moi qui suis allée les chercher. Je pense que du coup, ça s'est lié peut-être à la fruit culture, à la marque, enfin, à l'identité du cabinet que tu as créé et à la culture d'entreprise. Et on parlait tout à l'heure d'entreprise à mission et tu as l'air d'avoir des convictions, des valeurs assez fortes. Effectivement, quasiment toutes les personnes qui composent aujourd'hui l'équipe du cabinet, ce sont des personnes avec qui on a déjà travaillé, Leslie et moi, par le passé. Évidemment, on a croisé beaucoup de gens. J'ai passé 13 ans chez Mazars, Leslie 10. Donc aujourd'hui, ce qui fait le succès, je pense, c'est que tous les gens qui nous ont rejoints sont extrêmement qualifiés. Et c'est plus simple que quand tu passes une annonce de recrutement parce que tu les as déjà vus travailler par le passé. Potentiellement, tu les as recrutés déjà par le passé et que tu les as formés sur des missions. Tu sais exactement ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire. Et donc, que ce soit pour les recrutements ou pour les freelances qui travaillent avec nous, en réalité, c'est un peu le même principe. On les a tous déjà vus par le passé travailler. Donc, tu vois, hier soir, j'étais une soirée dans Aix-Mazars. C'était pas Aix-Mazars, mais il y avait 80% de Mazars, je pense, à cette soirée. Et j'ai croisé une de nos clientes qui m'a dit, en fait, tes profils, ils sont extraordinaires en termes de niveau de pertinence, de relationnel, la qualité. Et je lui dis, oui, mais c'est pas compliqué parce qu'on n'est que 20. Et donc, effectivement, si tu n'as pas l'ambition d'avoir un groupe de 1000 personnes, à 20, tu peux avoir que des gens extrêmement compétents. Et c'est un cercle vertueux parce que si tu as énormément de compétences, tu peux laisser énormément de liberté à tout le monde, de responsabilisation. Moi, je dis à tout le monde, quand ils arrivent, généralement, ils me disent « Mais donc, c'est quoi les règles, télétravail, machin ?» Alors là, je vous mets tous à l'aise. Tout le monde est adulte ici. Vous faites ce que vous voulez. Je vous ai recruté parce que ils étaient meilleurs que tout le monde. Donc, vous faites ce que vous voulez. Tout le monde s'organise comme il veut. Hyper responsable. Tout le monde est engagé pour le cabinet. Tout le monde m'a écrit ce matin pour me dire que ça allait être génial, ce podcast avec toi, qu'ils étaient hyper fiers qu'on soit invités. Et donc, c'est un peu ça, effectivement, l'esprit du cabinet. Et donc, j'allais dire que c'est simple, mais parce que c'est le fruit du passé. Et je pense qu'avec Leslie, on a bien interagi avec les autres avant pour être capable aujourd'hui de recruter et d'attirer. Et puis... Du coup, ça pose une question majeure. Vous allez rester 20 ou est-ce que c'est quoi l'ambition? C'est justement de rester un cabinet à taille familiale? Aujourd'hui, c'est un peu ça que les clients ils plébiscitent. De pouvoir nous parler avec Leslie à n'importe quel moment et qu'on connaisse leur dossier, qu'on regarde leur dossier. Pour le coup, moi, je suis la seule signataire aujourd'hui. Je passe sur tous les dossiers, autant à la TPE que le gros groupe e-commerce. Donc, l'ambition du cabinet, c'est plutôt de rester hyper quali, hyper proche des clients,
de faire de plus en plus de choses pour eux, d'être full service. On y croit beaucoup. On a beaucoup de clients pour qui on le fait et ça se passe très bien. Donc, c'est plutôt ça. On ne deviendra pas 300 ou 500 personnes, c'est sûr que non. Et même 50, je ne suis pas sûre. Ok. Et est-ce que du coup, le côté entreprise à mission, que tu as choisi du coup dès le début? Oui, dès les statuts. Ouais, tu peux nous décrire l'impact que ça a dans le quotidien du cabinet? Dans le quotidien, ça a créé des contraintes. Et c'est des contraintes qui, pour nous, sont positives parce que ça nous oblige à nous poser des questions. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'était pas entreprise à mission, on ne ferait pas déjà bien les choses. Mais là, ça nous rajoute une contrainte qui fait que je pense qu'on est meilleur que si on ne l'avait pas. Là, on va avoir notre première audit OTI à l'automne. On a commencé à travailler sur les rapports et on voit qu'on a encore plein de choses à faire bien mieux. Donc, c'est des contraintes qu'on prend positivement. Okay. Et est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu accompagnes aussi des clients ou pas? Oui, alors moi, je suis référente entreprise à mission à titre individuel pour Unbottle, donc je t'ai parlé au début du podcast. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de vivre le même chemin qu'eux. Et on accompagne aussi des clients sur des sujets de certification B Corp, sur des sujets d'audit RSE que certains fournisseurs, clients demandent à nos clients. Donc effectivement, on va gentiment vers ça. Mais c'est un marché qui commence à peine. C'est pas encore mûr. Je pense pas qu'on puisse en faire un cabinet que sur ça aujourd'hui. En tout cas, ça serait beaucoup plus modeste que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça participe peut-être du full service. Exactement. Dont on parlait tout à l'heure. Et en parlant de full service, donc aujourd'hui, vous êtes quand même très compta finance. Est-ce que tu prévois un moment de faire rentrer, je sais pas moi, des juristes ou... Sur ça, on s'est créé un écosystème de gens qu'on a rencontrés, qu'on nous a recommandés, qui sont vraiment très très bons et qui ont le même ADN que nous, dans le sens d'hyper réactivité, hyper proximité, hyper qualité. Donc on croit plutôt à pouvoir promouvoir un écosystème de gens très bons, indépendants, libéraux, qui nous correspondent, plutôt qu'à les intégrer. En revanche, quand on les recommande, c'est que nous-mêmes, on a fait appel à eux. Donc souvent, on a même nous-mêmes pris leur service pour tester en tant que client, pour être sûr que c'est quelque chose qu'on va recommander. Et après, donc, voilà, on intègre plutôt toute la brique administrative, comptable financière dans notre full service. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça que les clients ils demandent. Et évidemment, RH paye. Donc ça, oui. Mais au-delà, je ne pense pas que... En tout cas, aujourd'hui, les clients, ils sont plutôt reconnaissants qu'on soit transparent sur le fait qu'il y a des gens qui font très bien ça, qui sont à côté de nous et qu'on recommande. Je t'aide, mais s'il faut avoir un spécialiste, oui. J'en connais des bons à te recommander. Exactement. Et la partie IT/tech, genre, tu vois, si tu as des gros clients où tu dois construire des connecteurs entre l'outil métier et autres, ça, pareil, tu as des gens dans ton écosystème, peut-être ou... Oui. Exactement. Premier niveau, on sait faire sur tous les sujets. Premier niveau, on sait faire. Deuxième niveau, on se fait accompagner. Alors, en fonction des sujets, soit c'est en marque blanche parce que le client nous dit non, mais par contre, c'est toi qui prends la responsabilité, je ne veux pas en entendre parler. Donc, du coup, on sous-traite, mais c'est nous qui sommes en front. Soit on se met l'un à côté de l'autre et on traite le sujet pour le client. L'intérêt final étant que... On doit tous œuvrer pour que le client soit bien servi et le reste, c'est secondaire. Ok. Je vois que le temps tourne. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la place des femmes et de la parité dans l'expertise comptable. Alors, déjà, je ne connais pas forcément les chiffres. Je crois que les femmes sont majoritaires dans la profession comptable, mais que chez les experts et expertes comptables, c'est plutôt les hommes qui sont majoritaires. Oui, c'est ça. Je crois que les chiffres, c'est 2 tiers de la profession qui est féminine et même pas 1 tiers des expertes comptables inscrites. Toi qui baignes dedans, comment t'expliques cela Déjà, c'est assez représentatif du monde dirigeant d'entreprise. Je crois que les chiffres dirigeants de SARL, SAS, c'est 20-25% de femmes, même pas. Donc, quelque part, c'est un petit peu mieux peut-être que la moyenne. Pourquoi c'est un petit peu mieux? Déjà, on pourrait se poser la question. Je pense que c'est un petit peu mieux parce que c'est une profession libérale qu'on peut exercer un peu comme on veut, quelque part. On peut l'exercer sans salarié. C'est quand même un vrai sujet. On peut l'exercer à une taille plus réduite, plus modeste, ou à une taille plus importante.
les chiffres sur toutes les professions, c'est quand même que les femmes, quand elles sont chefs d'entreprise, statistiquement, elles sont chefs d'entreprise plus petites, plus familiales, plus modestes. Pourquoi on peut se poser même la question. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas envie de grossir avec Leslie ? Je ne sais pas, mais peut-être parce qu'on a envie de très bien faire quelque chose plus à taille plus familiale que de faire moyennement un truc plus gros. Oui, il y a peut-être ce souci-là de complètement maîtriser ce qu'on fait, quoi. Et de qualité, d'extrême qualité. Et c'est peut-être un peu comme quand les femmes postulent à des entretiens de recrutement, on dit qu'une femme, elle postule si elle a 100% des critères qui sont inscrits sur une offre de recrutement. Un homme, à partir du moment où il a 50-60%, il y va. Et ça, c'est des enquêtes qui sont comparables sur tous les métiers. Donc, ça participe peut-être un petit peu de ça. Après, on a la chance d'avoir des instances représentatives lors des experts comptables qui sont de plus en plus féminisées. Peut-être que ça va accélérer un peu. La présidente. Voilà, peut-être que ça peut accélérer un peu le changement. Statistiquement, les plus jeunes experts comptables, il y a quand même plus de femmes, plutôt 40-43%, je crois que c'est ça les derniers chiffres, sur les moins de 40 ans, alors qu'évidemment, plus de 60 ans, il y a encore beaucoup d'experts comptables qui ont plus de 60 ans. Là, c'est plutôt des hommes. Est-ce que les femmes s'aiment s'arrêter assez tôt ? Il y a un vrai changement générationnel qui arrive là, dans la profession. Il va y avoir beaucoup de reprises, notamment de cabinets qui doivent être cédés par des experts comptables qui partent à la retraite. Oui, ça, c'est un truc qui, toi, peut t'intéresser de racheter ou... Pas du tout. J'y crois pas du tout, pour le coup. Et tu vois, je pense qu'une femme irait moins sur un rachat qu'un homme. Moins de choses à prouver, plus envie de construire son truc. Et ça, je pense que c'est effectivement assez lié à la façon dont on a été éduqués, même si moi j'ai 2 garçons, j'essaye de faire attention, mais effectivement il y a quand même des vrais biais, et notre génération à nous, on a quand même eu des vrais biais dans notre éducation qui fait qu'on ne se comporte pas de la même façon après. Moi, à titre personnel, racheter un cabinet, j'y crois pas. Déjà, souvent, on dit que les clients ont l'âge du cabinet d'expert comptable qui part à la retraite. Est-ce que c'est le cas pour tes clients ? À peu près ou... On a quelques clients qui sont effectivement plus âgés, d'autres qui sont très jeunes, mais en majorité, oui. Je pense, moi, ce que je vois chez nous, dans mes 2 boîtes que j'ai fait, souvent les salariés ont à peu près le même âge aussi que les dirigeants, parce que tu l'as dit, tu embauches dans ton cercle de gens avec qui tu as travaillé. Et donc, ces salariés vont peut-être aussi ramener des clients qui ont un peu le même âge. Donc moi, les rachats de cabinets, j'y crois pas. Digitalisation, nous, c'est facile. On a été créés. Les bons logiciels existaient déjà. Pour un cabinet, faire un changement de logiciel, c'est compliqué d'un point de vue outil, d'un temps à y consacrer, formation des équipes. Donc, se dire que tu rachètes un cabinet pour te faire une migration logicielle derrière, je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Donc, moi, j'y crois pas. Et clairement, on a un pipe client assez important pour ne pas avoir besoin de se dire qu'on va partir sur ces sujets-là. Et alors, pour finir, justement, parce que tu parlais de migration, changer d'outils, etc., vu que tu bosses sur des missions de conseil ponctuelles, ça veut dire quand même que tes équipes, elles doivent maîtriser un peu tous les outils, parce que tu as des clients qui ont SAP, d'autres qui ont NetSuite, qui ont Pennylen. Comment vous vous débrouillez pour que vous ayez cette agilité dans tes équipes, quoi ? Comme on a tous un peu toujours fait ça, effectivement, soit on connaît déjà l'outil sur lequel le client est, et c'est souvent le cas. Si ce n'est pas la personne qui va, c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe, donc en 2 fois 2 heures, l'histoire est pliée. Soit on ne connaît pas, et après, un logiciel comptable, c'est un logiciel comptable. Et à force d'apprendre à se servir de plein de logiciels différents, tu as des réflexes. Franchement, en 2 demi-journées de formation avec un interne, on a les bons réflexes et c'est parti. Et puis, c'est ce qui fait que tu augmentes ta culture générale et ton employabilité de tes collaborateurs. Et donc ça fait partie de nos objectifs d'entreprise à mission. Le monde de l'expertise comptable, il est en pleine mutation. Bien malin est celui qui peut dire ce que ce sera dans 10 ans. Mais la clé, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont capables de faire tout et n'importe quoi sur n'importe quel outil et de toujours comprendre les schémas comptables derrière. Si on arrive à faire ça avec nos équipes, dans 10 ans, on ne sait pas ce qu'on fera, mais on le fera toujours bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un ou une jeune qui soit est en train d'étudier la compta, soit se demande s'il a envie de se lancer là-dedans ? Quels sont un peu tes conseils Je pense qu'on n'a pas assez dit que la compta, c'était un métier d'avenir. On a même plutôt dit, la compta, ça va s'automatiser, il n'y aura plus besoin de comptable, etc. Résultat, pénurie.
Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de nouveaux métiers qui font qu'il y a des gens qui sont allés sur des trucs qui, effectivement, paraissaient quand même un peu plus sexy que la compta. Donc moi, j'aurais envie de dire que je pense que c'est un métier dans lequel on aura toujours du boulot. C'est une réalité, plutôt mieux payé que d'autres métiers, parce que c'est une obligation. Hein. Tu peux reporter une campagne marketing, ça paraît compliqué de reporter ta clôture comptable. Quoi. Et on le voit, effectivement, entre octobre et mars, nous, le téléphone, il sonne en permanence. Vous n'avez pas quelqu'un pour venir m'aider. Parce que toute l'année, on s'est dit, si on verra plus tard, on verra plus tard. Mais là, il y a un moment, il faut y aller. Quoi. Donc, je dirais que c'est un métier où on aura toujours du travail. Lequel ce sera exactement, c'est compliqué de le dire. Mais je pense qu'on aura toujours du travail. Et après, il ne faut pas se dire, c'est vrai que ce n'est pas très fun la compta sur le principe. Moi, j'adore ça. Mais je suis bien consciente que tout le monde n'aime pas ça. Mais on peut le faire, même sans adorer ça, dans des super environnements avec... Tu l'as dit, une nouvelle génération d'experts comptables, etc. Il y a plein de beaux écosystèmes qui sont en train de se créer avec des gens qui sont contents de travailler entre eux. Et nous, c'est ça qu'on veut créer au sein du cabinet, une super ambiance. Même si tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pas toujours très fun, on s'entend hyper bien, on a confiance les uns envers les autres et on crée un truc ensemble. Je pense que je dirais ça. Ce métier-là, il est super. Et après, il faudra juste choisir où vous voulez l'exercer. Mais en soi, c'est un beau métier et c'est où tu confortable. Tu es en service à la fin. Ce que tu disais, et oui, les clients, ils sont... oui, il y a une reconnaissance. T'as toujours... c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y a des comptables qui disent qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance de leurs clients, etc. Mais c'est du coup une façon de présenter le métier qui doit passer peut-être par l'expert comptable pour faire en sorte que tout le monde soit valorisé et que les collaborateurs aussi reçoivent des mails de remerciement des clients. Donc ça, c'est une organisation aussi à faire. Et tu as raison de le préciser, mais c'est important que dans ton organisation de cabinet, ce ne soit pas toujours l'expert comptable qui reçoit les remerciements et que ce soit aussi les équipes. Donc ça, on y fait attention, effectivement. De se dire, de toujours mettre en avant les équipes. Moi, je n'ai pas fait grand-chose dans cette histoire. Et donc, au fur et à mesure, les clients aussi, quand tu leur expliques que c'est une équipe, que tout le monde a son importance, ils ne sont pas plus méchants que quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, ils sont reconnaissants aussi. Donc oui, c'est un métier où tu es utile. Tu le seras toujours. Il y a une petite mission de service public. Moi, je crois beaucoup au système français. Donc, c'est quand même une petite mission de service public de faire en sorte qu'on collecte correctement les impôts, que les sociétés, elles, soient prospères, qu'on les aide dans leur création de valeur individuelle. Donc, c'est quand même un super métier. Et alors, du coup, cette semaine, il y a eu un rapport de Mario Draghi, mandaté, je crois, par la Commission européenne, où il montre que la compétitivité des entreprises européennes a beaucoup décru. On a créé beaucoup moins de valeur que les Américains dans les 10 dernières années. Toi qui es au contact un peu tous les jours d'entreprises de taille diverses et variées, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, si Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, t'entend, pour simplifier la vie des boîtes en France et en Europe et les rendre plus performantes et compétitives, quoi. Tu as utilisé le mot simplifier, effectivement, mais on en entend parler à chaque nouveau gouvernement. Donc la simplification des démarches en tant que telles, si enfin on pouvait y arriver ou s'améliorer un peu, je pense que ça serait utile pour tout le monde, parce que nous, en tant qu'experts comptables, on perd du temps. Au final, ce n'est pas les clients qui passent ce temps-là, c'est nous. Pendant qu'on fait ça, on ne peut pas être utile pour eux pour faire autre chose. Donc effectivement, si on pouvait simplifier des choses qui sont absurdes, je n'ai pas besoin de les citer ici, il y a des tonnes. L'Ordre des experts comptables contribue régulièrement, d'ailleurs, à faire cette liste de choses qu'on aimerait bien supprimer dans notre quotidien pour avoir plus de temps. Ça sert à quoi, en fait, pour les entreprises ? Ça sert déjà à nous payer moins cher, parce que nous, on vend que du temps. Donc, si on arrive à pouvoir s'exonérer de tout ça, forcément, on est moins cher. Et donc, pour les clients, c'est une charge moins importante. Nous, il n'y a pas de problème sur les honoraires. Moi, je suis convaincue qu'il y aura toujours plus de besoins que d'experts comptables. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si on peut facturer moins nos clients, on prend. On passera du temps avec des nouveaux clients. Ça, c'est une chose, je pense, effectivement, la simplification. Ça fera gagner de l'argent et du temps à tout le monde. Et ensuite, il y a un sujet, et tu vois, c'est drôle, puisque la semaine dernière, j'ai été avec un client qui m'a demandé un BP pour un nouveau projet, un nouveau truc. Et puis, il me dit, là, c'est super rentable ce projet. Je lui dis, là, franchement, c'est vrai que c'est chouette, super projet. Et je lui dis, mais par contre, on peut parler de ta boîte actuelle. On s'est redit, je te redis, tu ne vends pas assez cher, tu ne valorises pas ce que tu fais. Et donc là, peut-être qu'il y a un truc un peu de coaching ou d'éducation à la vente, à c'est quoi à être entrepreneur, et qu'on n'apprend pas du tout. Alors, même en école de commerce,
je suis pas sûre d'avoir appris ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour exercer mon métier de chef d'entreprise si je prends pas la casquette expert comptable. Peut-être qu'il y a un truc à faire, effectivement. Aujourd'hui, nous, en tant qu'expert comptable, on peut le faire pour nos clients. Là, ce client-là, il vend des panneaux photovoltaïques. À chaque fois, il est trop content. Il me dit « Ah, j'ai de nouveaux clients. » Mais tu sais, mais je lui dis « Mais c'est pas compliqué. Tu vends 4 fois moins cher que les autres. » Si juste, déjà, tu vendais 3 fois moins cher que les autres, tu aurais autant de clients. Et moi, je stresserais moins quand je dois faire tes déclarations annuelles parce que, franchement, avec tout le boulot que tu fais, etc., tu dois vendre un peu plus cher. Et donc ça, c'est du coaching que moi, je peux lui apporter avec mon regard comptable, financier, ma propre expérience. J'ai aussi mon regard à moi en tant que cliente potentielle. Si tu me le vendais déjà 3 fois moins cher que l'autre, je serais très contente. Je n'ai pas besoin de le payer 4 fois moins cher. Donc ça, tu vois, c'est ce raisonnement-là, ce pragmatisme, il y a peut-être plus aux États-Unis. Ouais, je pense que... Et puis dans le système anglo-saxon tout court, d'ailleurs, pas juste aux États-Unis, hein. Moi, mes petits-neveux, ils sont dans le système éducatif anglo-saxon. À 8, 9, 10 ans, ils font déjà des pitchs pour apprendre à vendre des projets, des petits business, à créer des sociétés. Moi, j'ai commencé ça en école de commerce. Tu vois, j'avais 2 fois leur âge. Donc, forcément, il y a un truc qui fait qu'on n'apprend pas ça et que du coup, quand on crée sa boîte, on découvre tout à ce moment-là. Soit on a la chance d'être accompagné par un super expert comptable qui a du temps et on peut en bénéficier. C'est ce que ce client-là m'a dit. Il m'a dit, franchement, on m'avait proposé un coaching avec quelqu'un, j'ai pas besoin de ça parce que je tutoie. Oui, bon, du coup, si ça se reproduit trop souvent, peut-être penser à le valoriser. Mais tu vois, il m'a fait cette réflexion-là. Mais en vrai, c'était du bon sens. S'il l'avait vu et un peu expérimenté à l'école avant, il se serait bien rendu compte que son truc, il tient pas la route sur 10 ans. Ça tient 2-3 ans, mais ça tient pas sur 10 ans. Et ça, en France, on l'a pas forcément, quoi. Okay. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu aujourd'hui. Et puis, plein de succès à BeCount, à toi et à tes équipes. Et puis, à bientôt. À bientôt, Arthur. Bienvenue sur Comptatech, le podcast. Je suis Arthur Valère, un des 7 cofondateurs et le dirigeant de Penny Lane. Penny Lane, c'est le premier outil tout en un de production comptable et de gestion financière. Et dans cette première saison de Comptatech, le podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui font bouger le monde de la compta, qu'ils soient experts comptables en cabinet ou alors partenaires ou instances de la profession. Je sors de l'enregistrement du podcast avec Marie, fondatrice et associée expert comptable du cabinet BeCount. On a beaucoup parlé de conseils, missions ponctuelles et comment ça représente 2/3 de son cabinet, 2 ans après la création, 20 personnes. Aujourd'hui, je reçois Marie, fondatrice et associée du cabinet BeCount, experte comptable, et on a beaucoup parlé de conseils. Après 2 ans d'existence, une vingtaine de personnes dans son cabinet, elle réalise 2/3 de son chiffre d'affaires sur des missions ponctuelles de conseil.